Les carpes, les porcs, les pitons, quel est le point commun de tous ces animaux? Je vous laisse y réfléchir pendant qu'on commence. L'Amérique abrite son lot d'espèces invasives, chacune avec ses points faibles. Le kudzu, par exemple, est une plante qui ne supporte pas le froid. Les carpes asiatiques ne peuvent pas survivre dans l'eau salée. Quant aux pitons, ils sont pas très doués pour parcourir rapidement de longues distances. Au contraire, les porcs semblent être les seuls parmi ces animaux à n'avoir aucune faiblesse. Vous vous souvenez de cette vidéo dans laquelle on expliquait qu'en Australie, les lapins ont été responsables d'une terrible invasion. Aujourd'hui, c'est les crapauds buffles qui causent le plus de problèmes, mais c'est pas le sujet. En Amérique, les pires des envahisseurs sont les porcs sauvages. Il y a 5 raisons à ça. Première raison, les porcs sauvages y ont peu de prédateurs, donc personne ne limite leur population. Deuxième raison, comme les porcs domestiques, les porcs sauvages apprennent vite. Les pièges qu'on leur tend ne fonctionnent que la première fois. Très vite, les porcs s'y adaptent et ils apprennent à les éviter très facilement. Pour vous donner une idée, un cerf se laisse piéger dans 50% des cas, mais un porc ne tombe dans le panneau que dans 10% des cas. Troisième raison, il est impossible de les maintenir à distance avec des clôtures. Ça fonctionne contre les lapins en Australie, mais c'est inutile contre les porcs car ils sont très doués pour creuser. Quatrième raison, les porcs prospèrent dans presque tous les environnements, climats et écosystèmes. Ils sont vraiment pas difficiles. Dernière raison, mais non la moindre, les truies commencent à se reproduire vers l'âge de 6 à 8 mois et elles ont 2 portées de 4 à 8 porcelets tous les 12 à 15 mois tout au long de leur vie. Étant donné qu'une truie vit de 4 à 8 ans et que chaque portée compte 8 porcelets, on se retrouve vite avec une légion de porcs. Même si on réduit la population porcine de 70%, elle se rétablit en 2 à 3 ans. Comment lutter ? Grâce aux scientifiques, on dispose d'estimations précises. Pour éliminer les porcs, il faudrait que leur population diminue de 60 à 80% chaque année. Mais les chasseurs ne peuvent causer qu'une réduction d'environ 24%, et encore les bonnes années. En général, c'est moins que ça. Les porcs causent beaucoup de dégâts. Ils détruisent les champs, les jardins, les terrains de golf et même les décharges qu'ils considèrent comme un resto, ou plutôt un buffet à volonté. Voici un champ après le passage d'une harde de porcs. Et encore, c'est des dégâts légers. En traversant le pays, non seulement les porcs ravagent les champs, mais ils détruisent également les routes et les infrastructures. Ils propagent aussi des maladies et ils chassent les espèces indigènes des zones humides, des berges des rivières, des prairies et des forêts. De nombreux chercheurs considèrent les porcs sauvages comme l'espèce invasive la plus destructrice de la planète. Creuser le sol est considéré comme leur comportement le plus destructeur. Avec leurs groins et leurs défenses, c'est de véritables bulldozers de poche. Ils labourent les cultures, le sol, les forêts et même les terrains de golf. Pour eux, c'est du pareil au même, du moment qu'ils y reniflent de délicieux vers et glands. Dans certaines régions, il devient impossible de cultiver quoi que ce soit, car les porcs finissent par tout détruire. L'agriculture s'y fait à perte, et peu importe de quel type de culture il s'agit. Vous voulez faire pousser des cacahuètes? Oubliez, les porcs les mangeront au déjeuner. Vous espérez que ça se passera mieux avec du maïs? Allez dire ça aux porcs, ils le dévoreront aussi. Et si vous croyez avoir eu une idée de génie en pensant au coton non comestible, détrompez-vous. Là encore, les porcs gâcheront tout en creusant le sol pour se régaler de savoureux sels fertilisants. On ne connaît aucune culture qui n'intéresse pas les porcs. En plus de détruire les champs, ils introduisent des bactéries nocives dans l'eau via leurs excréments. Ils mâchent les racines des jeunes plants. Et les dégâts causés par les porcs vont bien au-delà. Ils sont connus pour s'attaquer aux agneaux et aux veaux. Je suis sérieux. Les animaux sauvages en souffrent également. Les porcs s'attaquent aux cerfs et aux salamandres menacées. Ils pillent les nids des oiseaux qui nichent au sol, menacent les tortues de mer. Ils font concurrence aux cerfs et aux dindes sauvages pour les ressources et ils effraient même les coyotes, les charognards locaux, pour leur voler les carcasses.
En Louisiane, ils endommagent les digues, ils détruisent les étangs à écrevisses, ils mangent les œufs d'alligators et ils déterrent les plantes des zones humides, provoquant ainsi l'érosion des terres par l'océan. En 2019, des porcs sauvages ont même tué un homme. Il se rendait à pied à son travail lorsqu'il a été attaqué par une harde de porcs. Il faut savoir que les porcs ne sont pas doués que pour se reproduire et tout détruire, mais aussi pour s'approprier de nouveaux territoires. Au fil des siècles, cet animal omnivore et adaptable s'est frayé un chemin de la Floride au Kansas, puis il s'est répandu à travers le Texas et la Californie, et dernièrement, il a tenté de s'installer à la frontière nord du Montana. Il y a actuellement entre 6 et 9 millions de porcs sauvages répartis dans au moins 42 États et 3 territoires des États-Unis. Il est difficile de déterminer leur nombre, mais ces animaux causent des dommages qui s'élèvent à environ 2,3 milliards d'euros par an. Naturellement, les humains n'ont pas encore dit leur dernier mot. Propriétaires terriens, chasseurs et autorités font appel à la technologie et aux armes pour limiter les dégâts. Mais malgré les lance-grenades et les fusils d'assaut, les pièges télécommandés et les poisons illégaux, les animaux résistent. Ces fossés servent pas à grand chose, en revanche, ils pourraient facilement être transformés en ligne de défense pour un château ou quelque chose comme ça. Pourtant, les Américains sont très efficaces lorsqu'il s'agit d'abattre des porcs. Dans de nombreux États, sur décision du ministère de l'Environnement, on peut les chasser en toute saison et sans limite. Les gens dépensent des millions en armes, munitions, matériel, permis de chasse et frais de déplacement. Et devinez quoi? Ça sert à rien du tout. Les porcs ont gagné en intelligence, ils ne sont plus actifs que la nuit, ce qui oblige à acheter de coûteux dispositifs de vision nocturne. Et comme je l'ai déjà mentionné, les populations se reconstituent beaucoup trop vite. Mais comment tout ça a commencé? Ces porcs n'ont pas surgi de nulle part pour envahir le continent. Précisons qu'aucun porc sauvage, ni aucun autre membre de la famille des porcs, comme les phacochères et les porcs domestiques, n'est originaire d'Amérique. Tous viennent d'Asie du Sud-Est et ont été amenés par les humains en Amérique du Nord pour y être élevés et mangés. En 1493, Christophe Colomb a amené des porcs domestiques aux Antilles pour nourrir son équipage. Mais ces porcs se sont multipliés si vite qu'après 12 ans à peine, les autorités espagnoles ont dû émettre un ordre de réduction de leur population. Depuis lors, des porcs ont été importés à de nombreuses reprises, dont certains pour être vendus aux autochtones. Au cours des siècles, il est souvent arrivé que des porcs domestiques s'échappent et s'accouplent avec des animaux sauvages. En conséquence, les porcs sauvages d'Amérique sont très diversifiés et leur population ne cesse d'augmenter. Étonnamment, c'est les seuls animaux dont la population augmente à cause de la chasse. En effet, lorsque certains États ont allongé la saison de la chasse ou offert des primes en réponse à la recrudescence de porcs sauvages, ces animaux n'en ont eu que faire. Leur population a même commencé à augmenter, défiant toute logique. Comment c'est possible? Parce que des gens en ont intentionnellement introduit et élevé pour en tirer de l'argent. Ainsi, en 1999, on n'en trouvait que dans 11 comtés. Mais dès qu'il a été possible de les chasser sans limite, la population de porcs a explosé. En 2010, ils s'étaient répandus dans 70 comtés. Mais alors, comment résoudre le problème? Est-ce possible? Selon les experts, tenter de lutter contre une invasion d'animaux sauvages par l'abattage ne fonctionne presque jamais. Il faut employer des moyens non létaux en combinaison avec le piégeage et la chasse, et tout ça doit être fait par des spécialistes, et non par le premier venu. Éliminer une espèce invasive est un travail de long terme, pas une sorte de sport doté de récompenses. Mais pourquoi ne pas chasser les porcs à des fins culinaires? Je veux dire, pourquoi pas les utiliser comme source de viande? Eh bien, car c'est très dangereux. Les porcs sauvages peuvent contracter plus de 24 maladies. Et il ne suffit pas de bien cuire la viande pour y échapper. Certaines maladies peuvent être contractées simplement en découpant une carcasse. Et la viande des verras a un tel goût qu'elle est impossible à avaler. Comment tu sais ça? Mais le plus important, c'est l'aspect financier qu'on a déjà évoqué. Abattre des animaux sauvages en grand nombre et transporter les carcasses est complexe et ça prend beaucoup de temps. C'est tout simplement pas rentable.
Ça nécessite des conteneurs réfrigérés et beaucoup de main-d'œuvre, et tout ça fonctionnerait à perte. En bref, à la fin, c'est les porcs qui gagnent. Et vous savez quoi? Les porcs sont pas la seule espèce invasive en Amérique du Nord. Un autre animal menace de dévaster l'industrie de la pêche et de modifier à jamais les lacs et les rivières du continent. Il faut porter un casque pour l'attraper, bien qu'il ne s'agisse pas d'un prédateur effrayant doté de griffes et de grandes dents. Je parle de la carpe asiatique. Plusieurs espèces de carpes importées se sont répandues dans la nature il y a une vingtaine d'années et on les trouve maintenant dans les rivières et les lacs de tous les États. Les spécialistes de l'environnement affirment que ce qui n'était qu'un petit problème s'est transformé en une véritable catastrophe biologique et on peut plus faire grand-chose pour y remédier. Tout a commencé avec le livre de Rachel Carson, Printemps silencieux, qui parlait de la pollution de la planète. Après sa publication, les Américains ont commencé à considérer la carpe comme le parfait nettoyeur. Ce poisson était salué pour sa capacité à dévorer de grandes quantités d'algues et de déchets. On en utilisait même pour dévorer les excréments humains dans les bassins de rétention. La carpe, qui n'était pas encore une espèce invasive, a donc été introduite aux États-Unis dans les années 1960 et 70 dans un but parfaitement anodin. Mais naturellement, ça a mal tourné. Parfois, des poissons s'échappaient, par exemple lors d'inondations. Le niveau de l'eau leur permettait de nager hors des fermes. Vous devinez la suite? Ces carpes avaient été introduites dans l'espoir que leur appétit aiderait à lutter contre la pollution. Mais ces poissons avaient aussi le don de se multiplier à toute allure. Certaines espèces peuvent peser jusqu'à 45 kg et dévorer du plancton sans arrêt, 5 à 10% de leur poids en une journée. Et tout ça à cause de leur estomac mal fichu. Il est inefficace pour décomposer les aliments et en tirer des nutriments. Les carpes doivent donc manger énormément. Comme elles consomment une quantité énorme de plancton, les autres créatures aquatiques manquent de nourriture, ce qui entraîne une rupture de l'équilibre. Les carpes ont également peu de prédateurs naturels. Leur taux de croissance élevé et leur taille dissuadent la plupart de leurs ennemis. Lorsqu'une carpe atteint la taille de 30 cm, les principaux prédateurs lacustres ne peuvent plus la dévorer. Imaginez maintenant, une seule carpe asiatique femelle peut pondre jusqu'à 1,9 million d'œufs en une seule année. Ce petit flacon contient environ 3000 bébés carpes. Ils ont été attrapés en un seul coup de filet à plancton. Et dans cette fiole, il y a des alevins d'espèces indigènes attrapés en même temps. Il y en a une centaine. Vous me suivez ? Même si seuls 1 à 3% des œufs de carpe deviennent adultes, ce sera tout de même plus que toutes les autres espèces réunies. Autant dire qu'il faut à tout prix s'occuper des carpes. Une méthode est de les enfermer dans des enclos spéciaux puis de les capturer au filet. Un son spécial permet de séparer les carpes invasives des autres poissons. Cette activité a lieu à l'automne lorsque la température de l'eau descend sous les 7 degrés Celsius. En effet, il est presque impossible d'attraper des carpes invasives en été. Elles sont capables de sauter hors de l'eau jusqu'à 3 mètres de haut. Oui ! Elles sont simplement trop actives pendant la saison chaude. L'eau froide, elle, les ralentit considérablement. On a également construit des barrières. Oui, pour éloigner les poissons. Pas moins de 3. Cette mesure fait partie d'une ligne de défense à plusieurs niveaux sur le lac Michigan. Il est d'ailleurs prévu de construire une 4e barrière par prudence. Mais malgré tous leurs efforts, les humains ne peuvent pas gagner ce combat. La zone de Des-Plaines, connue sous le nom de Dresden Pool, a connu un déclin de 97% de ses poissons depuis 2012. Est-ce une bonne nouvelle? Pas vraiment. Il faut environ 2 semaines pour que les poissons retournent à l'endroit où ils ont été capturés et commencent à se reproduire. Alors pourquoi pas manger ces poissons? Eh bien, certaines entreprises s'y intéressent. La viande de carpe est déjà utilisée pour toutes sortes de produits, des engrais aux aliments pour chats et chiens. Mais on ne peut pas en obtenir beaucoup de viande, car ce poisson est plein d'arêtes, difficile d'en tirer des filets. Le plus simple est d'en faire de la viande hachée. Il paraît qu'on peut s'en servir comme du bœuf, pour faire des escalopes de poisson et des saucisses. Mais les arêtes restent un problème, et la plupart des gens n'aiment pas ça, donc la carpe convient mal à la consommation de masse.
Dans les années 1980, l'histoire d'une autre espèce invasive a commencé dans les Everglades, dans le sud de la Floride. C'est là que des pythons birmans sont apparus pour la première fois. Ces serpents massifs peuvent atteindre 6 mètres de long et être aussi épais qu'un poteau téléphonique. Ils ont pratiquement anéanti la population locale de mammifères de petite et moyenne taille, et personne ne sait combien de ces pythons rampent aujourd'hui dans la réserve. Vu l'aspect de l'endroit, je comprends pourquoi il est si difficile d'y repérer des pythons. Originaires d'Asie du Sud-Est, ces pythons ont été introduits aux États-Unis en tant qu'animaux de compagnie exotiques. Mais quand un animal de compagnie atteint cette taille, on se dit forcément qu'on ferait mieux de le relâcher dans la nature. Et c'est ce que beaucoup de gens ont fait. Mais le principal responsable reste l'ouragan Andrew. En août 1992, cette tempête a détruit un élevage de pythons et d'innombrables serpents se sont retrouvés dans les marais avoisinants. Les serpents invasifs s'y sont beaucoup plu. Comme les femelles peuvent pondre jusqu'à 50 œufs par an et que les pythons n'ont aucun prédateur naturel, leur population ne cesse de croître. La réserve est chaude, humide, boueuse et pleine de proies qui ignorent comment réagir face à un serpent inconnu. Les proies sont promises à l'extinction. Selon une étude, entre 1997 et 2012, les populations de ratons laveurs, d'opossums et de lynx roux de la région ont diminué respectivement de 99,3%, 98,9% et 87,5%. Les lapins et les renards ont été encore plus durement touchés, leur population ayant pratiquement disparu. En 2010, l'État a pris des mesures et a interdit aux gens de posséder des pythons birmans. Des chasseurs ont même été engagés. Ce programme a permis d'éliminer près de 4000 serpents, mais c'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. Capturer les serpents est un long processus, car ils sont difficiles à repérer et à attraper. De plus, difficile de savoir ce qu'il faut en faire. Leur peau peut être vendue, mais que faire de la viande ? La manger n'est pas recommandée, car certains pythons des Everglades contiennent des niveaux élevés de mercure. Les dossiers pythons, les œufs. En Floride, la présence d'une cinquantaine d'œufs de pythons birmans dans un écosystème où ils ne sont pas les bienvenus est déjà une mauvaise nouvelle. Devinez quoi ? Cette femelle python a battu le record avec 96 œufs. Des gens l'ont remarqué pour la première fois en mai. Elle a pondu une grappe d'œufs qui semblait plus grosse que la normale. Cependant, on a pu compter les œufs que peu de temps avant leur éclosion, en raison du type d'incubation. C'est une terrible nouvelle pour les animaux de la région. Si tous les pythons se reproduisent aussi abondamment, il n'y aura bientôt plus qu'eux en Floride. Les dossiers pythons, la taille. En juillet 2023, un chasseur a établi un record en attrapant le plus long python birman de Floride. Ce serpent géant mesurait 5,79 mètres de long. Et ça n'a pas été facile, car ces pythons sont assez agressifs. Mais bien qu'il s'agisse du plus long serpent tué en Floride jusqu'à présent, c'était pas le plus lourd. Il pesait 56 kg, mais le titre de python le plus lourd jamais capturé revient à une femelle attrapée l'année dernière. Elle pesait 97,5 kg. L'Antarctique n'est plus sûr. Vous pensez peut-être que le seul endroit à l'abri des espèces invasives est l'Antarctique. Qui aurait l'idée de s'y installer ? La majeure partie du continent est recouverte en permanence de glace, ce qui n'est pas très agréable. Mais une petite bande de terre dégèle en été et ça permet aux plantes, aux animaux et à d'autres organismes de prospérer. Seulement, cette riche biosphère est aujourd'hui menacée. Comme partout ailleurs sur la planète, elle se réchauffe, ce qui signifie que des espèces invasives adaptées à la chaleur s'y installeront un jour. Il pourrait s'agir d'animaux, mais aussi d'algues, de champignons ou de plantes. Tous peuvent être invasifs et apporter avec eux leur lot de problèmes. Aujourd'hui, toute personne qui se rend en Antarctique est tenue de se laver les pieds avant de débarquer afin de s'assurer qu'aucun être vivant n'est présent sur ses semelles. A plus.